grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20 heure de Paris. L'émission est en direct. Pour nous appeler, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Comme d'habitude, vous pouvez intervenir bien sûr en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Dans le grand débat aujourd'hui, l'enfer libyen des migrants subsahariens. La Libye est-elle devenue l'enfer des migrants candidats à l'immigration vers l'Europe? En tout cas, enfermés, maltraités, parfois torturés, soumis au chantage et aux demandes de rançon, les migrants subsahariens sont devenus une manne financière pour les passeurs. Dans une Libye livrée au chaos, le commerce des êtres humains est devenu une opportunité pour ces passeurs qu'aucune juridiction intérieure ou internationale ne semble dissuader. Pour les migrants qui parviennent à s'extraire des camps libyens, la Méditerranée est devenue le lieu des pires tragédies de notre époque. Des milliers de migrants ont trouvé la mort en Méditerranée au cours des 5 dernières années. Et rien ne semble pouvoir endiguer les flux de migrants transportés dans des embarcations de fortune. Face à cette situation, quelle est la réaction des pays africains et quelles sont les actions menées pour mettre fin aux filières mortifères de l'immigration? Nous en parlons avec nos invités dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Et bienvenue à tous nos nouveaux amis sur Facebook. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Dans le grand débat aujourd'hui, la situation des migrants en Libye face à l'industrie de la traite des migrants en Libye et qui s'étend de manière moins spectaculaire à d'autres pays d'Afrique du Nord. Quelles sont les réponses des États? Nous en parlons avec nos invités. Ici avec nous en studio, Innocent Youté. Bonsoir. Bonsoir. Innocent Youté, député indépendant de Kouibli à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes membre du groupe parlementaire Vox Populi au sein de l'hémicycle Côte d'Ivoire. C'est ça, oui. Merci d'être avec nous. Et avec nos téléphones depuis Toulouse en France, Baouri. Bonsoir. Baouri, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Baouri, acteur politique guinéen, fondateur de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition en Guinée. Et au téléphone depuis Dakar, Boubacar Seye. Boubacar Seye, bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à tous les auditeurs. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Alors, avant d'entrer dans le sujet, Baouri, vous imaginez bien qu'on va faire un point rapidement sur votre situation sur la scène politique guinéenne. Hein, parce qu'évidemment, vous avez été annoncé dans cette émission. L'émission n'est pas consacrée à la Guinée, mais évidemment, plutôt à la situation des migrants en Libye. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que vous êtes le fondateur de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, parti d'opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo. Rappelons également que vous aviez été un temps exilé en France suite à une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de coup d'État, puis gracié en 2015 par le président guinéen Alpha Condé. Et depuis votre retour en Guinée, vous êtes en conflit avec la direction de votre parti qui a fini par prononcer votre exclusion en février 2016 pour insubordination. Vous avez été réintégré récemment suite à une décision de la justice guinéenne. Ma question, Baouri, sera juste une question. Après, on va évidemment passer à notre sujet du jour. Est-ce qu'une cohabitation au sein de ce parti est encore possible entre vous et l'actuel dirigeant Cellou Dalein Diallo? Cellou Dalein Diallo qui disait encore récemment que vous n'aviez plus votre place au sein de l'UFDG. Bon, je pense que ça n'engage que lui. Mais je pense que lorsqu'on est dans un état de droit, il faut respecter les décisions et les arrêts de la justice en la matière. Mais ce qui est fondamental, on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'évolution politique est en train d'évoluer, que les divergences se font beaucoup plus nettes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même parti que nous avons les mêmes vocations, la même identité politique. Et là, je me rends compte, avec le temps, que je me suis retrouvé dans un parti. Nous avons accueilli des personnes qui, en réalité, n'étaient nullement des démocrates, mais dans la typologie, j'allais dire occidentale, on pourrait même les classer comme des fascistes. Ah oui, carrément. Bien entendu, parce que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat le lendemain de la décision dite d'exclusion de Baouri aux abords du siège, et ce sont les gardes-corps de Cellou qui sont inculpés à l'heure actuelle. Le procès aura lieu dans quelques semaines, le jour où le journaliste Mohamed Koula Diallo a reçu la balle qui devait m'achever. Donc, c'est pour vous dire que lorsque en Afrique,
il est facile de se dire l'opposition. Mais dans le fond, il y a des gens qui se positionnent par rapport à l'opposition uniquement parce qu'ils veulent être à la place de ceux qui dirigent, sans pour autant apporter une valeur ajoutée positive qui permettrait de résoudre des problèmes et de faire avancer le processus démocratique dans le fond. En Guinée, les choses sont en train de se décanter progressivement. Mais le conflit n'est pas éteint, manifestement. Comment? Le conflit n'est pas éteint entre vous et ces Non, le conflit n'est pas éteint parce que dans une certaine mesure, personnellement, je ne suis pas pour qu'on utilise des gens pour atteindre des buts qui sont uniquement personnels. Et en Guinée, ces dernières années, certaines de l'opposition ont utilisé la population dans le cadre de manifestations, les exposant de la manière la plus, irresponsable, uniquement pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux de la démocratie et de la liberté. Bahouri, merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir évidemment sur cette actualité guinéenne dans d'autres éditions du Grand Débat. Africa. Retrouvez le Grand Débat 24h/24 en podcast sur le site www.africa1.com. Rubrique Le Grand Débat. Revenons donc au cœur du sujet de ce grand débat, des migrants subsahariens séquestrés en Libye, maltraités, torturés, servant de proie pour des demandes de rançon. Alors, je voulais vous demander, Boubacar Seye, vous êtes avec nous au téléphone depuis Dakar, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, une première réflexion générale sur l'émergence en Libye au cours de ces dernières années de cette industrie du commerce de migrants, une vaste entreprise criminelle à ciel ouvert, carrément. Oui, absolument. Il faut dire qu'effectivement, il y a en Libye toute une économie souterraine et criminelle en gestation qui génère malheureusement le trafic d'êtres humains, l'esclavagisme, le trafic de drogue et même le terrorisme. Aujourd'hui, la spirale de violence qui emporte le pays depuis 2011 n'a pas du tout épargné les migrants africains qui vivent le véritable martyr. Donc, ils sont la cible de nombreux milices et le quotidien vacille entre violence, extorsion d'argent, kidnapping, etc. Oui. Malheureusement, sous le silence assourdissant de l'opinion internationale, le sujet est tabou, alors qu'effectivement, il y a aujourd'hui extrême urgence, il y a urgence absolue pour ces migrants subsahariens en situation de vulnérabilité et de domination en Libye. Boubacar Seye, reste avec nous. Innocent Youté, le constat a été fait, 1000 fois fait. Mais cette question est-elle, selon vous, suffisamment présente dans l'agenda des États africains? Merci Francis, merci aux auditeurs d'Africa numéro 1. Je n'ai pas l'impression que les États prennent conscience de cette tragédie qui, pour moi, est la pire des tragédies que l'Afrique connaisse depuis l'esclavage. Cet esclavage d'État nouveau, je n'ai pas encore l'impression que les États prennent à cœur, à bras le corps ce problème pour le traiter. Alors, je me tourne vers Bahouri. Bahouri, on se souvient, il y a eu le sommet de la Valette à Malte sur la question migratoire. C'était en novembre 2015. Sommet qui réunissait les dirigeants européens et africains. C'était une initiative européenne d'ailleurs. Et depuis que des milliers d'Africains prennent la mer au prix de leur vie, on n'a jamais vu le moindre sommet africain sur le continent même, qui porterait essentiellement sur cette question. Comment vous expliquez cette absence d'initiative forte de la part des pays africains face à ce problème? Je pense que c'est une situation tragique, dramatique, et nous sommes tous interpellés en tant que responsables politiques dans un premier temps et en tant qu'élite et opinion africaine qui a l'air de se désintéresser du sort de ses enfants, de sa jeunesse. Et c'est une situation extrêmement pénible et il faudrait qu'on redresse la barre parce que la crise migratoire telle qu'elle est en train d'être vécue en Libye n'est qu'une conséquence d'une longue série de déficits sur le plan économique, sur le plan stratégique, dans l'orientation des activités de la plupart des États africains. Et la situation que nous vivons n'est qu'une des conséquences de ce drame que les Africains sont en train de vivre à ciel ouvert. Une fois qu'on a fait le constat, que faut-il faire concrètement? Parce que si les États sont défaillants, est-ce qu'il n'y a pas, d'autres forces sociales qui pourraient prendre en main ce dossier? Bon,
Bon, je pense que c'est tellement important parce que derrière cette situation, auparavant, la Libye était un pays qui accueillait les migrants parce que c'était un pays qui avait besoin d'une main-d'œuvre. Comme l'Afrique du Sud, après post-apartheid, a eu besoin des migrants de beaucoup de pays de l'Ouest africain. Mais les camps de rétention existaient aussi du camp de Muammar Kadhafi. Oui. Bien entendu, puisqu'ils ils jouaient dans leur relation avec l'Europe sur cette question migratoire. Mais l'économie libyenne avait besoin d'une main-d'œuvre bon marché et abondante. Et ça a été un aimant qui a amené beaucoup de jeunes de l'Ouest africain à aller en Libye. Par la suite, avec la dislocation de ce pays, et il va de soi que, n'ayant pas d'autres pôles d'attraction dans le continent, avec un pays susceptible d'être une locomotive en termes économiques, les populations sont en train de se diriger vers l'Europe. Donc cette tendance pour l'inverser suppose que sur le continent, qu'il y ait une remise en cause de la manière dont les économies sont dirigées pour qu'il y ait des pôles de développement dans le continent africain, comme la Côte d'Ivoire l'a été à un moment donné, comme le Nigeria l'a été, et comme l'Afrique du Sud à un moment donné, surtout ces dernières années, l'a été. Il faut d'autres pôles de développement qui puissent attirer les jeunes vers ces zones. Et là, c'est une question fondamentale, mais qu'on ne peut pas régler comme un coup de baguette magique. Innocent Youté, Baouri évoquait à l'instant votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que même un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se présente comme la locomotive économique de la région ouest africaine, compte elle aussi ses candidats à l'immigration clandestine. Tout à fait. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que il faut reconnaître aussi que depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une spirale de crise à répétition, qui essentiellement aussi dont la main d'œuvre est la jeunesse. Donc cette jeunesse-là cherche donc des horizons meilleurs parce que l'avenir devient de plus en plus obscur. Et tout à l'heure, vous le disiez. Face à cette situation, les États ne prennent pas conscience. Mais ce qui est plus grave, c'est que on constate aujourd'hui que les États se jettent la balle sur la nationalité de ces jeunes-là. Quand on dit il y a un certain nombre de Guinéens, on dit non, ils ne sont pas des Guinéens, ce sont des Maliens. Quand on dit c'est un certain nombre de Maliens, ce ne sont pas des Maliens, ce sont des Ivoiriens. Mais le problème, il demeure. Alors, que faut-il faire ? Que ce soit des Maliens, des Guinéens. Je me tourne vers vous. Que faut-il faire, vous qui êtes un élu de l'État? Mais bien entendu. Vous êtes un élu, vous êtes un député. Tout à fait. Je veux dire que pendant une session parlementaire, par exemple, cette question n'est jamais évoquée au sein du Parlement ivoirien? Pour l'instant, non, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive parce que justement, dans le cas de la préparation... Chaque semaine, il y a des gens, il y a des naufrages en Méditerranée. Ça fait des années que cela dure. Après ces 5 dernières années, on a compté des milliers de morts en Méditerranée. Tout à fait. Vous me dites que dans un parlement comme celui de la Côte d'Ivoire, et on peut imaginer que ça se passe comme ça ailleurs également, cette question n'est jamais évoquée lors d'une session annuelle. Bon, ce parlement, je viens d'y arriver. Oui, vous venez d'y arriver. Voilà. mais je disais que... oui, il faut, parce qu'il faut aller jusqu'à la racine du problème. Ce sont des réseaux. Et malheureusement, on voit dans des pays des responsables qui organisent ces réseaux-là, cette traite-là. Donc, ce sont ces réseaux qu'il faut démanteler. Il faut que le pouvoir public puisse sévir. C'est vrai, il faut sensibiliser, je suis d'accord. Il faut éduquer, je suis d'accord. Mais il faut sévir. Il ne faut pas déplacer le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Et tant que les pouvoirs publics ne se sentiront véritablement pas concernés, ne prendront pas le chemin bas le corps, mais ça va continuer. Parce que ces jeunes-là, c'est un courage qu'ils ont. Oui. Et ce courage-là, je pense qu'on peut le transformer autrement pour qu'il puisse apporter un plus à l'Afrique que de le laisser comme ça périr dans la mer. Boubacar Seye, vous nous entendez? Boubacar Seye, alors il y a une question qui revient souvent face à ce dossier. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut croire un instant que certains États choisissent volontairement de ne rien faire pour retenir ceux qui décident de s'en aller, y compris au péril de leur vie? Ben oui, absolument. Vu le silence assourdissant des États africains, qui malheureusement considèrent l'immigration comme une soupape de sûreté pour résoudre leur morosité économique. C'est ça. Pour repérer l'économique.
Aujourd'hui, le sujet est tabou, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on n'en parle pas, on se rejette des responsabilités, mais quand il s'agit d'aller prendre des fonds destinés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, les États se bousculent. Et là, nous interpellons encore une fois l'Europe qui nous accusons de complice. Parce que le problème dans cette histoire-là, je crois que, c'est vrai, l'Europe s'organise, mais elle n'arrive pas à mettre sur pied une stratégie commune pour gérer ces mouvements migratoires clandestins. L'Europe cherche à gérer ces flux en dehors de ses frontières. L'Europe s'érige en forteresse avec des barricades physiques, politiques et juridiques. Alors, pour eux, la solution, c'est d'injecter de l'argent en Afrique pour lutter contre ces mouvements clandestins. Mais elle ne s'est jamais posé la question de savoir d'où rentre aujourd'hui cet argent. Cet argent, malheureusement, rentre dans des tonneaux sans fond. Cet argent n'a jamais profité aux ayants droit. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais nous sommes dans une situation de danger. Quand toute la jeunesse africaine aujourd'hui meurt en Méditerranée, il y a danger. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue ce grand monstre qui tue ses enfants par l'immigration clandestine. Aujourd'hui, il y a urgence absolue. Il faudrait, en Afrique, nous l'avons dit, des centres de relecture de la perspective et des outils d'aide à la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour cette jeunesse africaine-là? Il n'y a pas de perspective. Oui. Quelle est la cause de la migration dans un pays comme le Sénégal, comme la Guinée et là? Mais c'est la pauvreté cyclique, le chômage endémique et chronique des jeunes. Il faut lutter. Le débat aujourd'hui doit être à ce niveau-là. Le temps des discours fleuve, des réponses à réponse est révolu. Aujourd'hui, je crois qu'il faut être efficace. Il faudrait mettre plus l'accent sur la formation et la création d'emplois, mais en changeant de stratégie. Parce que vous voyez ce continent-là, depuis plus de 50 ans, le continent ne dit que de l'aide au développement. Mais il faut changer aujourd'hui les politiques d'orientation de l'aide au développement. Ce qui se passe aujourd'hui est scandaleux et personne n'en parle. L'Europe c'est riche, l'Afrique ne s'organise pas. On n'en parle pas, le sujet devient tabou. Aujourd'hui, c'est le Conseil de l'Europe. Nous avons eu à interpeller, nous, Horizon sans frontières, en tant qu'organisation européenne, les dirigeants européens aujourd'hui sur ce qui se passe. Parce qu'au-delà de l'aspect économique, mais l'Europe aussi, l'Europe a un devoir de protection envers ceux qui sont menacés aujourd'hui. Ceux que la vie est menacée aujourd'hui. Et non seulement c'est une obligation morale, mais c'est un respect par rapport aux conventions internationales, que la convention de Genève de 1951 sur le droit de vie. Mais l'Europe est en train de piétiner sur ses valeurs et personne ne dit rien. Mais ce qui intéresse les pays africains, c'est l'argent, malheureusement. Bien sûr. Et là, il faudrait que ça cesse. Il faudrait changer les politiques d'orientation. Il faudrait changer. Moi, je dirais même que l'Afrique n'a pas besoin d'aide au développement. Nous avons tout pour que les Africains à travailler. Restez avec nous, Boubacar Seye. On va marquer une pause pour la publicité. Retour dans 2 petites minutes pour la suite de ce débat consacré à la situation des migrants subsahariens en Libye et au-delà même de la Libye. On peut parler évidemment de la situation en Afrique du Nord en général et surtout de ce parcours tragique qui mène certains migrants jusqu'en Méditerranée. Restez avec nous, à tout de suite. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo. L'enfer libyen des migrants subsahariens, nous en parlons avec Innocent Louté, député indépendant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membre du groupe parlementaire Vox Populi. Au téléphone depuis Toulouse, Bahouri, acteur politique guinéen, fondateur de l'UFDG, c'est l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition. Et au téléphone depuis Dakar, Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon sans frontières. Bahouri, je me tourne vers vous. Je voulais revenir un instant encore sur le sommet de la Valette qui s'est tenu en novembre 2015. C'était un sommet important parce que pour la première fois, ce sommet réunissait pays européens et africains. Et l'objectif, c'était de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, des déplacements forcés de population. En tout cas, il a été retenu, il a été dit lors de ce sommet que des mesures communes allaient être prises par les États, les pays membres de l'Union européenne et les pays africains concernés pour endiguer les flux migratoires et surtout trouver, je dirais, justement des réponses à la source du problème. Alors, on sait que depuis, il n'y a pas beaucoup d'actions qui ont été menées, mais l'Union européenne avait décidé à l'époque d'aider en fait les pays africains d'apporter un financement pour résoudre la question migratoire. Est-ce qu'il faut attendre des financements de l'Union européenne pour faire face à ces problèmes sur place, ici et maintenant, en Afrique? Non, pas du tout.
qui incombe à un gouvernement de protéger ses citoyens et de défendre les intérêts de l'ensemble de ses concitoyens. Même que ceux qui sont à l'intérieur du pays, que ceux qui sont à l'extérieur. Mais comme l'a dit tout à l'heure Sey, la plupart des États africains voient d'un bon œil, de manière cynique, le départ d'une certaine frange de la jeunesse pour l'étranger, en se disant plus ils seront loin et moins on aura des problèmes à l'intérieur, parce que c'est comme un chape de plomb. Il faut que certains puissent partir pour que la pression baisse. Et alors qu'en réalité, on ne peut pas continuer pendant longtemps dans ce schéma. L'Union européenne fait ce qu'elle estime être ses intérêts, défendre ses frontières, empêcher que les immigrants rentrent dans son territoire, et pour cela, on donne de l'argent à certains États. Je crois que le Niger a reçu récemment près de 600 millions d'euros pour empêcher que les candidats à l'immigration clandestine passent par le Niger. Mais ce n'est pas une réponse. Ce ne sont que des palliatifs pour empêcher momentanément, disons, cette vague extrêmement importante. Ça a été le même cas avec le président libyen, Kadhafi, qui jouait de temps en temps avec laisser les immigrants ou fermer l'accès de la Méditerranée à ces jeunes Africains. Cela signifie, Bahouri, de manière plus triviale, que des pays africains donc acceptent des financements de la part de l'Union européenne pour jouer le rôle de police, c'est-à-dire contre leurs propres compatriotes pour les empêcher d'aller en Europe. Bien entendu, c'est ce qui se passe. Alors que ça, ce n'est pas la solution. C'est la pire des solutions. La solution doit être prise à la racine et que les États africains, surtout l'Ouest africain, doit prendre cela de manière globale. Pas d'État séparément. Et si on pousse loin l'analyse, on se rend compte que derrière cette vague d'immigration clandestine, il y a les mêmes racines qui amènent la déstabilisation de cette Afrique de l'Ouest par des mouvements djihadistes et autres. Donc, le problème est global. La sécurité, la stabilité de l'Ouest africain nécessite que les questions de ce genre soient prises avec toute la rigueur et la responsabilité requise, parce qu'il y va de l'avenir de ces pays et de l'avenir, dans une certaine mesure, du continent. Innocent Youté, que pensez-vous donc de cette situation, de cette équation étrange, où des pays africains donc tendent la main de cette manière, en tout cas acceptent des financements de l'Europe pour jouer le rôle de police pour empêcher leurs compatriotes d'aller en Europe? C'est une drôle de situation, parce qu'il peut y avoir des effets pervers quand même. Autrement dit, des pays africains pourront, attendre le financement de l'Europe avant même de pouvoir dissuader les candidats à l'immigration périlleuse. Mais tout à fait, parce que l'Union européenne, quand elle apporte ses financements, mais c'est elle pour se protéger. C'est ça. Mais que font ces États africains, eux, pour protéger leur population, ce qui est leur devoir régalien, de protéger ces populations, qui est leur devoir régalien, de trouver du travail, de trouver des réponses aux problèmes qui poussent ces jeunes gens. Alors qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Tout à l'heure, Bouakassé le disait en disant, voilà, ces pays prennent de l'argent, mais pourquoi faire? Mais exactement. Pour construire des camps de rétention? Pourquoi faire? Est-ce pour construire des clôtures? Est-ce pour faire la police? Est-ce pour mettre des barrages aux frontières pour encore humilier ces jeunes Africains, pour les maltraiter plus, parce que ils sont rançonnés depuis la première frontière qu'ils traversent, même les frontières de leur propre pays, jusqu'à arriver en Libye, à Tripoli, où il y a aussi la filière marocaine. Donc j'estime que le financement, et en plus on parlait tout à l'heure du sommet de la Valette, mais le gros problème encore, c'est que c'est la mise en œuvre et le suivi des résolutions qui sont prises à ce type de sommet. Rien n'a bougé depuis. Rien n'a bougé depuis. D'ailleurs, vous avez l'occasion de rappeler justement les résolutions qui ont été prises. Ça sera un peu long, mais je vais quand même citer ces résolutions pour qu'on sache bien de quoi l'on parle. S'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population, intensifier la coopération
concernant l'immigration et la mobilité légale, renforcer la protection des migrants et des demandeurs d'asile, prévenir la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes, coopérer plus étroitement pour améliorer la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration. Alors, finalement, une fois au-delà de ces résolutions, qu'est-ce qui a été fait depuis 2015 ? À ma connaissance, rien. Et là, moi, je vous dis, on n'avait même pas besoin, pour moi, il suffit de s'attaquer à la première résolution, de la mettre en œuvre, c'est-à-dire s'attaquer aux causes profondes, et ça règle tout le reste. Malheureusement, les causes, c'est quoi? C'est économique. Quelqu'un qui estime que là, il n'a rien à perdre, au péril de sa vie, il y va, mais il y va, quel que soit ce que vous allez faire. Mais ces réseaux qui sont organisés dans les pays, je ne pense pas que des États structurés, organisés, ne puissent pas être en mesure de démanteler des réseaux internes qui servent à cet esclavage d'État moderne. Voilà, donc il y a quelque chose à faire. Le ministère de l'Intérieur, de la Défense, etc. et tout ça. Il faut que les gens acceptent de s'attaquer véritablement aux causes économiques, aux causes de la guerre, qu'ils décident de le faire, au lieu de se jeter là-bas. Mais cette volonté n'existe pas manifestement. Non, j'ai pas l'impression qu'elle existe. Parce que, je le dis et je le répète, je reste toujours chagriné quand les différents États se jettent la balle pour dire que ces jeunes gens sont de telle nationalité plutôt que de l'autre. Mais il y a des organismes au niveau de la sous-région, il y a la CEDEAO, il y a l'UEMOA, etc. et tout ça, qui ont des façons de fonctionner. Mais mon Dieu, il y a des solutions, il y a des solutions structurelles qu'il faut mettre en œuvre au sein de ces organismes pour régler le problème de façon globale. Parce que le risque qu'on court, et le disais tout à l'heure, ces jeunes gens qui souffrent dans le désert, c'est aussi les viviers du djihadisme. C'est ce que disait Bahouri à l'instant. Voilà, Vous le disiez en tout cas, Innocent Youté, vous disiez que c'était la pire tragédie que l'Afrique ait connue depuis l'esclavage. Vous n'avez pas tort, ce n'est pas excessif, bien entendu. Bahouri, rapidement, on disait tout à l'heure, voilà, on parlait du sommet de la Valette, pardon, et il y a eu d'autres sommets. L'Europe, les chefs d'État européens se sont réunis plusieurs fois pour se pencher sur ce problème, dont les racines se trouvent quand même en Afrique. À quand un sommet en Afrique sur ces questions-là, réunissant tous les chefs d'État africains? Et je sais pas, vous, en tant qu'acteur politique, par exemple, pourquoi vous ne preniez pas la tête, je dirais, d'un appel solennel dans ce sens? C'est une excellente idée et c'est la raison pour laquelle cette question me tient fortement à cœur, parce que j'estime que ce n'est pas un point de vue simplement national qui peut faire bouger les choses, c'est un point de vue, j'allais dire, régional. Et pour que ça soit vraiment solide, il faudrait que, au niveau des élites africaines, surtout des acteurs, qu'il y ait de plus en plus des concertations par rapport aux problèmes fondamentaux de nos populations. Et là, c'est une question fondamentale. Pour que nous harmonisions nos points de vue, pour que nous voyons les choses avec beaucoup plus de globalité. Regardez l'Europe. L'Europe a cette vision de prendre les choses sur le plan européen. Et si vous remarquez aujourd'hui, l'Allemagne est en flèche par rapport à des questions qui sont très importantes, alors que d'habitude l'Allemagne n'était pas concernée par rapport à la politique ouest-africaine de manière générale. Aujourd'hui, l'Allemagne développe un nouveau leadership dans cette direction. Au niveau africain, de manière systématique et globale, ils n'ont pas d'interlocuteur pour avoir une proposition globale pour dire par rapport aux résolutions de la Valette et d'ailleurs, qu'est-ce que les responsables africains proposent en contrepartie. Je pense que c'est des choses qui permettraient d'aller plus en profondeur, d'avoir une politique globale en ce qui concerne cette immigration et qui permettrait ensuite, partenaire à partenaire, l'Union européenne et les États africains ou une zone de l'Ouest africain, parce que je connais beaucoup plus cette zone, discuter pour apporter des solutions concrètes, viables et pérennes. Et je pense que ça nous permettrait d'aller de l'avant et non pas de fermer les yeux et de dire à chaque fois que nous voyons nos jeunes compatriotes mourir au fond du désert ou au fond de la mer, verser des larmes de crocodile et dire que l'Europe, ils sont méchants, ils nous ferment les portes. Non, l'avenir, c'est dans le continent. Nous devons apporter des réponses et nous devons faire des propositions alternatives pour nous permettre d'aller de l'avant. C'est à ce moment-là que l'Europe pourra être
un partenaire utile et efficace dans ce sens. C'est vrai qu'on n'a pas entendu la proposition de l'Afrique lors du sommet de la Valette en 2015, c'est vrai. Alors, on va se tourner vers le standard, mais avant cela, un message qui nous parvient sur Internet, un message de Steve Bidoura qui nous écrit: comme toujours, les subsahariens sont en réalité victimes des gouvernants totalement indifférents à leurs conditions. Hier, nous étions forcés, aujourd'hui, c'est de notre propre chef et au péril de nos vies que nous voulons rejoindre cette Europe où nous sommes destinés pour les survivants à devenir des esclaves modernes. L'Afrique subsaharienne se veut émergente, mais n'est-elle pas en fait un enfer à ciel ouvert? Ne fait-elle pas tout pour que sa jeunesse parte à tout prix? C'est signé Steve Bidoura. Merci beaucoup, Steve. Ça, c'était donc un message sur Internet. Cap sur le standard, on va écouter l'auditeur qui va nous apporter sa parole et sa contribution. Jean, bonsoir. Bonsoir, Michel Loupo. Moi, j'appelle, en fait, je suis d'accord avec l'interlocuteur qui venait de passer tout à l'heure. Nos frères africains, c'est triste et malheureux. Aujourd'hui, nos frères qui périssent aujourd'hui dans les océans européens, c'est suite à la mauvaise gouvernance de nos politiques africains. Il n'y a pas de bonne volonté politique. Les Africains aujourd'hui, ils sont devenus victimes de leurs propres frères. Et une sorte d'esclavagisme moderne. Comment voulez-vous de gens qui pratiquent la dictature à ciel ouvert et entre eux, ils ont fait une communauté, comme ce qui se passe actuellement au Congo. L'ONU veut faire une résolution pour faire les enquêtes en ce qui concerne les massacres des Kasaï. Mais tous ces gens-là, tous ces dirigeants-là qui ont mis le veto, regardez leur façon de diriger leur pays. Donc, tant que, il faut que les Européens sachent, tant que tous ces dirigeants continueront à se pérenniser au pouvoir avec cette manque de volonté politique, l'Africain restera toujours victime et esclave à son propre territoire. Voilà les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Comment voulez-vous que nos frères ne viennent pas ici pendant qu'ils n'ont pas du boulot? Pendant que quand ils sont chez eux, ceux qui ont fait les écoles et ceux qui n'ont pas fait les écoles, ils sont pareils. Si vous ne faites pas partie du clan du président, vous n'aurez pas une bonne vie devant vous. Et tant qu'il y aura tous ces gens se pérenniser au pouvoir, nous verrons nos frères continuer à mourir, à périr dans les océans pour chercher toujours le moyen de sortir de cette prison à ciel ouvert qui sont victimes aujourd'hui dans leur propre sol. Il faut que les Occidentaux voient cela de près, commencent à exiger la bonne gouvernance à tous ces dirigeants qui eux-mêmes ont implanté en Afrique. Merci. S'ils font pas cela, nos frères continueront toujours à mourir et continueront toujours à venir ici. Ça, il faut qu'ils le sachent. Voilà mon point de vue. Merci de votre point de vue, de ce point de vue, mon cher Jean. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va marquer une pause pour la publicité. On revient dans dans 2 petites minutes, pour la suite de ce débat consacré à l'enfer des migrants subsahariens avec tous nos invités. Boubacar Seye est avec nous depuis Dakar, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Bahouri, acteur politique guinéen, et Innocent Youté, député indépendant de Côte d'Ivoire, membre du groupe parlementaire Vox Populi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ne partez pas. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. L'enfer des migrants face à l'industrie de la traite des migrants et qui se tend de manière évidemment tout à fait spectaculaire aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique, notamment en Libye et en Afrique du Nord. Et quelles sont les réponses des États? Nos invités Boubacar Seye Bahouri et Innocent Youté. Je vais demander à Boubacar Seye rapidement. Boubacar Seye, la même question que j'avais posée tout à l'heure à Bahouri. Vous êtes président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Pourquoi vous ne prenez pas la tête, je dirais, d'un mouvement pour qu'enfin, je dirais, on puisse organiser en Afrique, sur le continent, un sommet consacré à ce sujet? Ben, Francis, Horizon Sans Frontières est une organisation qui recadre le débat sur une gestion des flux migratoires qui, malheureusement, va être l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés à ce niveau millénaire. Et quand nous sommes venus, c'est une organisation née à Madrid en 2006, dont je suis moi-même le président fondateur. Je suis citoyen européen d'origine sénégalaise. Et quand nous sommes venus en Afrique pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait une autre vision dans la gestion du
scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité. Mais nous avons demandé qu'il y ait une harmonisation des positions migratoires d'abord. Nous avons demandé qu'il y ait une grande conférence africaine aujourd'hui sur la déferlante fluvienne, sur ces problématiques liées à l'immigration. Nous avons même pas une diplomatie spécifique aux questions migratoires. Mais le silence, il y a silence total. Il y a aucun... nous avons adressé des correspondances à tous les chefs d'État africains via le représentation diplomatique à Dakar, parce que nous nous sommes installés à Dakar pour piloter le bureau africain. Mais les gens n'en parlent pas. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'harmonisation des positions. Effectivement, parce que la solution ne peut pas être régionale ni locale. La solution, elle doit être intégrée. L'Europe s'organise, mais l'Afrique ne s'organise pas. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui les États africains, nous allons y revenir. Alors, des fonds qui vont profiter à qui? Regarde aussi aujourd'hui, tous ces États africains-là, aujourd'hui, qui plafonnent avec des patrimoines estimés à des milliards, qui sont plus que leurs homologues européens. Et c'est là où j'ai une fois été interpellé dans les délégations européennes, ici en Afrique et en Europe. Et moi je pense qu'aujourd'hui aussi, il faudrait que l'Europe revoie sa position dans la gestion. Il faudrait que l'Europe se remette en cause. On ne peut pas continuer d'injecter des milliards qui rentrent dans des tonneaux sans fond. Il faut faire le bilan économique de tout ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Jusque-là, rien n'a été fait. Il faudrait aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une grande conférence africaine, mais sous l'égide des Africains qui devraient prendre le destin en main. L'Afrique manque de leadership capable de prendre des initiatives prospectives et stratégiques aujourd'hui pour mettre le continent sur les rails de l'émergence. Il y a urgence absolue et les enjeux sont sécuritaires. Parce qu'effectivement, si rien n'est fait pour cette jeunesse, toute cette jeunesse aujourd'hui serait tentée dans le terrorisme parce que vulnérable. Et là, qu'est-ce que ces gens-là font? Absolument rien du tout. On se bouscule à Bruxelles pour capter des fonds. Ces fonds vont rentrer malheureusement dans leur caisse politique. L'Europe est compris. Boubacar, restez avec nous. Rapidement, Innocent Louté, alors on va profiter de cette émission parce que le sujet est suffisamment grave quand même. Évidemment, on fait ce qu'on peut, je veux dire, c'est avec c'est toutes les gouttes d'eau dans la mer qui font évidemment la mer ou l'océan. Boubacar Seye vient de dire, voilà, l'organisation, son ONG a lancé un appel à une grande conférence continentale sur cette question-là. Bahouri dit, voilà, il faut que les acteurs politiques comme lui d'ailleurs s'engagent dans une telle initiative. Est-ce que vous, par exemple, Innocent Louté, en rentrant en Côte d'Ivoire, vous allez poser cette question au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Oui, il faut trouver le mécanisme donc de le poser. Et je soutiens cette action. En tant que député, vous avez tout à fait le droit d'introduire ça. Parce que il est clair que la solution à ce problème ne peut pas être extérieure, voire importée. Il faut réfléchir à l'intérieur. Donc les initiatives, il y a des expertises partout. C'est vrai que les gens, on amène de l'argent. Mais là, c'est une question de sensibilisation à grande échelle qu'il faut engager. Il y a la sensibilisation à grande échelle. C'est à plusieurs par là. Pour moi, déjà, parer au plus pressé. Déjà, stopper. Ensuite, sensibiliser. Mais difficile de stopper. C'est très difficile, manifestement. Parce que voilà, les filières sont nombreuses, complexes. Il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des subsahariens qui sont dans des camps de rétention ou alors des campements sauvages en Libye, qui sont maltraités, qui sont torturés. Tout à fait. Déshumanisés. Donc oui, il faut sensibiliser. Mais oui, il faut que le pouvoir public, je le dis encore et je le répète, prennent des dispositions pour démanteler les réseaux. C'est une question de réseau. C'est des réseaux bien organisés. Alors, il y a eu quand même des initiatives qui ont été prises ces derniers temps. Bahouri, on a vu certains États mettre en place des mécanismes de rapatriement de leurs concitoyens, rapatriement de migrants, comme ça a été le cas pour le Sénégal, le Niger également. Et eux aussi, la Guinée, votre pays, a fait revenir certains migrants à la maison, si je puis dire. Est-ce que aujourd'hui, ces opérations de rapatriement sont une réponse suffisante? Moi, je pense que c'est une responsabilité morale. On ne peut pas accepter de savoir que nous avons des ressortissants qui sont réduits en esclavage ou bien emprisonnés quelque part dans un coin du désert et rester les bras croisés. C'est une responsabilité morale de récupérer nos
les concitoyens qui sont dans des situations de détresse. Mais ce n'est pas suffisant parce que le flot, par exemple, lorsque je rencontre des jeunes à Conakry et je les sensibilise, certains d'entre eux disent, vous savez, ceux qui meurent, c'est le sacrifice nécessaire pour que nous autres, nous puissions traverser la Méditerranée et arriver. Vous vous rendez compte, et vous avez du mal à leur expliquer, à leur faire prendre conscience que ce n'est pas la voie. Donc, il faut avoir des réponses beaucoup plus efficaces. Il faut qu'il y ait l'espoir qu'ils peuvent faire leur avenir dans leur pays ou dans le continent. Si on n'arrive pas à inverser cette orientation mentale, il est difficile de retenir le monde. Et nous sommes confrontés également à des situations. Ce n'est pas simplement une question de je veux, je ne veux pas. Il y a le désert qui avance. Il y a un changement climatique qui fait ses effets. Il y a des États qui sont en train de complètement plonger dans le désert. Ce sont des situations d'une extrême complexité qui nécessitent un engagement fort parce que c'est une question de sécurité globale et non pas simplement une question de moralité. C'est une sécurité globale. Les États africains doivent se rendre compte que nous sommes comme dans un conflit de guerre et il faudrait prendre les choses comme il le faut. Comme les Européens l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont rendus compte pour avoir la paix en Europe, il faut l'Union européenne. Nous aussi, pour avoir la stabilité de nos États et changer le cap pour aller dans le sens du développement, il faut changer d'orientation politique et avoir des options stratégiques majeures que nous devons faire ensemble. Je vous posais la question parce que un avion qui a donc ramené en Guinée certains migrants qui étaient retenus en Libye il y a quelque temps. Je voulais préciser que ce retour, ce rapatriement avait été financé par les Pays-Bas. Et il semble quand même que la Guinée aurait pu, je dirais, prendre tous ses propres fonds pour faire revenir ses compatriotes au pays quand même, Bahouri. Non, c'est vrai, mais bon, on ne crache pas sur ceux qui, j'allais utiliser l'expression charité chrétienne, qui veulent bien aider ces pauvres bougres d'Africains à rentrer chez eux. On espère seulement qu'on n'attend pas systématiquement les financements extérieurs pour faire revenir les enfants à la maison. Je suis tout à fait d'accord, et c'est à ce niveau-là que le bas blesse, parce que très souvent, il y a une attitude fatale qui consiste à dire nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas arrêter ce flot, donc c'est aux autres de faire quelque chose. Non, c'est à nous d'abord de faire des actions et des choses pour nos propres citoyens, leur permettre d'avoir un avenir chez eux. Il nous reste 2 minutes, un peu plus, pour avant le Flash Info de 19h sur la radio africaine. On va écouter un auditeur rapidement, à qui je demanderai d'être bref, bien sûr, bref et concis. On va l'écouter, c'est lui qui va conclure cette première partie de l'émission. Avant le Flash Info, on va écouter peut-être Monsieur Michael. Monsieur Michael, bonsoir. Oui, c'est ça. Bonjour Francis, bonjour à vos invités. Bonjour. Oui, mon intervention va être tout à fait brève. S'il vous plaît. Donc, d'abord, ce serait sous forme de 2 volets. C'est le questionnement pour ce qu'est Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le nommer, et ses amis ont fait en Libye. Qu'est-ce qu'il propose comme service après-vente? Parce qu'on l'entend pas. C'est ça. Deuxième partie, c'est que je vais faire un appel, une sonnette d'alarme à la communauté internationale. Tant qu'il continuera pratiquer cette politique-là, terre brûlée en Afrique, ils vont alimenter les réseaux terroristes. Je ne suis pas prophète parce que je pense que le cosmos a une mémoire. On ne peut rien faire parce qu'il est sans retour. Parce qu'on lance le boomerang, tôt ou tard, ça reviendra. Et c'est écrit, on récolte ce qu'on sème. Moi, je vois des choses comme ça. Please, s'il vous plaît, que cette communauté internationale arrête. Trop, c'est trop. Il y a trop de sang versé. Et tout ça, qu'il ne s'étonne pas que ça alimente le terrorisme. Personne ne sera en paix. Merci, Francis. Merci à vous, Michael. Merci de votre concision. Merci beaucoup. On va marquer donc une pause pour le Flash Info. Il faut bien indiquer qu'il n'y a pas qu'en Libye, bien sûr, que les migrants sont exposés au pire traitement. On sait le sort que certains ont subi ces dernières années dans les pays du Maghreb quand ils ne sont pas lâchés en plein désert. Alors, il faut peut-être imaginer, on posera la question à nos invités après le Flash Info, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place aussi, en attendant cette grande conférence qu'on appelle de nos voeux, un moratoire entre les pays subsahariens et les pays du Maghreb portant sur la situation des migrants
On en parlera donc après 19h. Restez avec nous. Nous retrouverons après le Flash Info nos invités. Boubacar Seye qui est avec nous depuis Dakar. Bayrou Ouri qui est avec nous depuis Toulouse au téléphone. Et Innocent Louté, le député Innocent Louté qui est avec nous ici en studio. Dans quelques instants, le Flash Info de 19h sur Radio Africaine avec Salah-Eddine Gakou. Ne partez pas. À tout à l'heure. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. L'enfer des migrants subsahariens, notamment en Libye. Nos invités, Innocent Louté, député indépendant de Kouibli, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membre du groupe parlementaire Vox Populi, au téléphone avec nous depuis Toulouse. Baouri, acteur politique guinéen, fondateur de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti d'opposition en Guinée. Et Boubacar Seye est avec nous depuis Dakar au téléphone. Président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Je disais, Innocent Louté, rapidement, avant le Flash Info, est-ce qu'on peut pas déjà commencer par mettre en place un moratoire entre les pays subsahariens et les pays du Maghreb, où l'on sait évidemment ces migrants sont confrontés à toutes ces difficultés qu'on évoque depuis le début de l'émission? Oui, bien entendu, ça sera déjà une première ébauche de solution pour mettre déjà fin aux souffrances de ceux qui sont là-bas et revenir comme la Guinée l'a fait, rapatrier. Donc il faut aller. Tout le monde sait où se trouvent ces jeunes gens. Tous les pays savent, les pays maghrébins le savent, les pays subsahariens le savent. Il faut aller chercher ces jeunes gens et les ramener carrément à la maison pour les sortir d'une mort certaine. Et en deuxième position, maintenant, il faut, ça c'est pour moi des solutions. Oui, il faut un moratoire avec ces pays maghrébins-là, parce que les filières sont plusieurs avec ces pays maghrébins-là, donc trouver un moratoire de sorte à au moins sécuriser ces jeunes gens. Parce que ce qu'ils vivent, je vous assure que c'est des traitements inhumains. Des jeunes filles sont déshabillées, fouillées pour voir si elles ne cachent pas de l'argent. Des gens sont brûlés dans les embarcations avec le carburant, etc. Et tout ça. Donc il faut ramener ces jeunes gens à la maison. Une fois ramenés, il faut prendre maintenant des mesures pour freiner. Et c'est possible. Je pense que c'est possible. Baouri, vous êtes avec nous. Je disais, c'est vrai qu'on a centré cette émission sur la Libye parce que aujourd'hui en Libye, cette traite de migrants se déroule à une échelle, je dirais, industrielle, mais il n'y a pas que la Libye. Alors sur ce point, il semble que le Maroc a fait des progrès notables en ce qui concerne en tout cas l'accueil des migrants subsahariens. Et le gouvernement marocain annonçait en 2014 avoir mis un terme à la pratique consistant à refouler les migrants sans papier dans le désert de l'autre côté de la frontière avec l'Algérie. Que pensez-vous de la volonté du Maroc de se distinguer de ses voisins du Maghreb sur cette question des migrants? L'attitude du Maroc est une attitude qu'il faut regarder de très près parce que le Maroc est en train d'évoluer dans une autre direction qui n'était pas la direction habituelle, en demandant à adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est une donnée majeure parce qu'il y a la liberté de circulation des personnes et qui permettrait à n'importe quel migrant ouest-africain de rentrer et de sortir du Maroc comme n'importe quel autre citoyen marocain. Ça, c'est une situation extrêmement importante. Il faut saluer cette attitude du roi Mohamed VI d'aller dans cette direction. Et ce serait bien également que du côté algérien, puisque c'est un pays plus ou moins beaucoup plus sécurisé que les autres, qu'il y ait la même approche permettant de soulager la souffrance des populations et des jeunes africains qui sont quelque part à Marasset parqués dans des camps. Je pense que c'est une question de volonté, mais cette volonté, si elle s'exprime collectivement dans le cadre d'un collectif régional, ça peut être plus efficace qu'une attitude séparée d'État à État. Mohamed VI, déclarait il y a quelques mois, je le cite, le pays, le Maroc, donc, compte parmi les premiers pays du Sud à avoir mis en place une politique solidaire, authentique, pour accueillir les migrants subsahariens selon une approche humaine intégrée qui protège leurs droits et préserve leur dignité. Boubacar Seye, c'est vrai que voilà, le Maroc souligne beaucoup depuis quelque temps que sa politique se distingue de celle menée par certains sur la question de l'immigration. Quand ils disent certains, évidemment, l'allusion est très claire. C'est une allusion à peine voilée à l'Algérie, quoi. Absolument. Vous savez, le Maroc actuellement est en train de donner
une leçon de bonne gouvernance en matière de migration internationale. Moi, personnellement, j'ai été invité par le gouvernement marocain au mois de janvier passé pour voir effectivement les stratégies mises en place aujourd'hui et les autres données par le roi Mohamed. L'intégration des migrants subsahariens. J'ai eu à discuter des 4 frontières à Mamba pour voir comment aujourd'hui ces gens-là sont en train d'être intégrés dans la société marocaine. Et je crois que c'est une vision, c'est une autre vision stratégique que le roi a donné en matière de migration. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration est un facteur d'équilibre social-économique. Que l'intégration des migrants a toujours été un dynamisme économique. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement que dans la gestion de ce truc-là, du côté européen, il y a aussi beaucoup de choses. L'Europe a besoin de ça. Je rappelle qu'en termes, les Nations Unies avaient sorti un rapport disant que si l'Europe pouvait maintenir son même ratio administratif en 2050, il faudra recevoir plus de 60 millions de migrants. Ça c'est clair. Vous voyez, en Allemagne. Mais avant cette crise migratoire, devenue crise humanitaire, le sol migratoire était inférieur à 4 pays. Le sol naturel est négatif. Ce qui se passe à aujourd'hui, l'Allemagne a ouvert ses frontières parce qu'il y a besoin de construire. Mais il y a autant de critiques. Mais l'immigration est devenue un enjeu électoral et Angela Merkel a reculé. Le 24 septembre, les élections législatives vont se dérouler. Aujourd'hui, vous avez vu, ils ont acquis Angela Merkel parce que l'enjeu est électoral. Voilà autant de thématiques aujourd'hui qu'il faudrait soulever. Et développer, il faut développer le volet éducatif pour montrer que l'immigration est un facteur d'équilibre. C'est ce que vous faites en tout cas. C'est ce que vous faites. Et pour revenir au problème libyen, il y a urgence. Mais c'est aussi nécessite un traitement d'urgence. Des mesures de sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut rappeler que nous ne pouvons pas nous substituer aux États. C'est aux États d'assumer de missions légales. Horizon sans frontières est une organisation des migrants, conscient des dangers, conscient du fait que l'immigration est un facteur de vie sociale et politique. Nous sommes de grâce. Et après, avec le monde, relancer l'immigration. Mais quand l'Afrique ne répond pas, quand l'Afrique ne. Voilà. Ah, il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, je vous invite, chers invités, ils le sont invités, Maori ou Makassé, je vous invite à écouter les auditeurs. Ensuite, on va passer aux conclusions de ce débat. Conclusion forcément provisoire. Hein. On va écouter M. Martin. M. Martin, bonsoir. Oui, bonjour, M. Laroupeau. Nous vous écoutons, bienvenue. Je vais être super vrai. Ah, vous êtes en voiture là, vous êtes en voiture. Non, je suis pas en voiture. Ah bon. Vous avez un kit main libre. Tout à fait. Ah ben écoutez, prenez votre téléphone directement, on vous entendra mieux. Ok, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est je vais être extrêmement bref, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet extrêmement grave que vous évoquez, s'il vous plaît. Essayez de ne pas arrêter d'en parler, parce que l'Afrique est à perdition. La population, c'est catastrophique. Il y a des morts dans des familles, dans la mienne, dans des gens qui veulent absolument arriver en Europe. Même dans des pays où il y a vraiment une certaine stabilité, c'est le Cameroun et tout ça, mais les gens, ils se déplacent, c'est hallucinant aujourd'hui. S'il vous plaît, essayez d'en parler le plus souvent possible. Ce que j'avais à vous dire. Merci, merci beaucoup. On va écouter Lionel à présent. Monsieur Lionel, bonsoir. J'ai un peu la parole. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Évidemment, on ne peut que s'insurger quand on parle de notre cher continent. Je pense qu'il faut parler de responsabilité. Parce que à l'époque, nous étions des esclaves il y a un siècle de ça, on nous emmenait de force. Aujourd'hui, on nous a contraints, c'est comme si on a contraint notre cerveau à vouloir absolument venir, quoi qu'il nous en coûte. C'est bien beau de faire congratuler le Maroc, le pays qui entre guillemets, sont soi-disant courageux pour plus humaniser les pauvres nègres qui désirent venir en Occident. Mais la vérité, c'est une question d'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont au Maroc, qui sont rentrés régulièrement et qui sont martyrisés
l'université. Alors combien de fois ceux qui viennent par la brousse ou par les chemins que vous connaissez? Alors je pense que c'est pour capter des fonds internationaux, parce qu'on sait que c'est devenu la mode aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des camps pour mettre ces gens dans ces camps et les martyrs. Donc ça ne changera rien. Le problème est un problème de prise de conscience. Elle doit d'abord venir de nous autres, les Africains. Nous devions absolument cesser la diaspora doit aider leurs frères en Afrique à leur ouvrir les yeux de ce que nous vivons. Il faudrait que nous dénonçons les violences, oui, des ONG qui sont présentes, je les admire, je le comprends, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut vraiment un travail de conscientisation. Aujourd'hui, moi j'appelle l'Afrique, les Africains sont devenus en Afrique ce que sont les Aborigènes en Australie, ce que sont les Indiens en Amérique. On ne contrôle plus rien chez nous, plus rien. Nos politiques sont achetées sans des hommes de main, des opérateurs économiques, le mercenariat économique. Vous voyez, c'est ça. Donc il y a une prise de conscience qui doit se faire depuis la diaspora. La diaspora, c'est les témoins du mal. C'est ceux qui voient les choses. Et cette diaspora, malheureusement, on nous empêche de rentrer. Nous avons fait des frères. On essaye toujours de rentrer, on nous empêche de rentrer. Ceux qui sont derrière ça, il y a une intelligence, je dirais, machiavélique, déshumanisante. Honte à nous Africains, même sur vos plateaux, quand vous parlez de oui, merci le Maroc, merci quoi? C'est des hommes qui meurent, c'est des êtres humains qui meurent, ce ne sont pas des animaux. Arrêtez de nous traiter comme du bétail. Moi, en tout cas, je suis noir, je refuse de dire que s'il y a un noir qui meurt quelque part, on doit le pleurer autant que 100 autres personnes qui meurent quelque part. Voilà. J'en ai fini parce que je ne veux pas séquestrer la parole, vous me connaissez. Votre parole était précieuse, mon cher Lionel. Merci beaucoup. On va passer aux conclusions rapidement. On va commencer peut-être avec vous, Innocent Goutier. Lionel disait à l'instant, la diaspora, c'est le témoin du mal, c'est le témoin des maux africains. Il faut certainement engager, je dirais, peut-être mobiliser les opinions publiques. Et ce que ne font pas les États, ou qui font insuffisamment, est-ce qu'il ne faut pas finalement confier, je dirais, cette affaire à d'autres forces sociales, aux opinions publiques, pour sortir de ce drame de l'immigration, de l'émigration périlleuse? Oui, c'est vrai, les opinions publiques doivent s'en saisir, doivent s'en faire écho, mais la réalité est que le dernier mot reviendra au pouvoir public. Aux États, et comme disait Boiscassé, ce sont eux qui ont évidemment c'est ça qu'il s'agit. l'action régalienne à mener. Tout à fait. Donc c'est eux qui doivent mettre donc en conclusion. Je voudrais sincèrement vous remercier, vous Francis, d'avoir ouvert ce débat au niveau africain, déjà. Parce que c'est vrai, il y a le débat qui s'est fait de l'autre côté, mais les premiers concernés même ne semblent pas se presser donc, pour pouvoir tenir cette débat. C'est pourquoi je reviens donc aux propositions des gens. Il faut pouvoir trouver une force commune au niveau africain pour poser le problème, pour en débattre. Il y a des experts. Jamais moi je n'ai entendu un programme de gestion intégrée de ce problème de l'immigration. Mais on s'empresse à aller chercher des dollars, aller chercher de l'argent. Mais pour financer quoi? Et puis chercher de l'argent, mais pour financer un plan, il n'y en a pas. Il faut qu'on passe à cela. Et je pense que nous, au niveau parlementaire, il y a quelque chose à faire qu'il faut faire rapidement. Secondo, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, s'attaquer aux causes profondes. Mais les causes profondes, c'est des problèmes de gouvernance. C'est des problèmes, comme nous appelons, de mettre fin au mercenariat économique dans les États africains. D'arrêter aussi d'infantiliser les États africains économiques. Et ça aussi, c'est la réalité. Donc, oui, l'Europe se préserve, d'accord, en finançant. Mais je pense que l'Europe devrait aider en sorte que les problèmes de gouvernance puissent se régler en Afrique. Avec une véritable autodétermination aussi des pays africains, parce que la réalité, c'est que, bon, les dirigeants, pour la plupart, sont à la solde. Il faut que les gens reviennent, qu'ils s'intéressent plus aux problèmes du peuple et que, véritablement, ils trouvent des solutions. Ils affrontent le problème. Quand on commence à en parler, là, les solutions sont ici. Merci, Innocent Goutier, je rappelle, vous êtes député indépendant de Fili à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, membre du groupe parlementaire Vox Populi. Baori, en une minute, une conclusion, s'il vous plaît. Conclusion provisoire, bien sûr. Bien entendu, bon, c'est déjà très bien comme les deux autres invités l'ont dit, et les auditeurs également.
c'est un sujet humainement difficile. Il faudrait qu'on en parle encore et encore et encore, si ça peut permettre de sauver des êtres humains qui sont dans une profonde détresse. Au-delà, il faudra des actions beaucoup plus profondes où les acteurs majeurs doivent s'impliquer et... Ah, c'est curieux, hein, aujourd'hui on a en fin d'émission, on a quelques soucis avec le téléphone. Pourtant, il n'est pas bien loin, Baouri, avec votre téléphone depuis Toulouse. La ligne a été coupée. Boubacar Seye, est-ce qu'on peut avoir Boubacar Seye pour une conclusion rapide? Voilà, Francis, donc, juste pour dire qu'aujourd'hui, la situation est grave et nous appelons au centre de l'honneur et de la responsabilité. En Afrique, les défis sont majeurs et les défis sont la préservation de nos ressources et la résilience de nos économies en vue de lutter contre les pauvretés, parce que de compassion à l'immigration climatique. Je crois que c'est à l'Afrique de prendre ses responsabilités aujourd'hui pour proposer d'autres perspectives en cette jeunesse en quête de meilleur avenir. Alors, pour revenir au plus bien, je crois que rapidement, un organe de gestion et de prévention des crises, il faut régler, pour stopper cette catastrophe, il faudrait aujourd'hui régler la crise institutionnelle en Afrique. Maintenant, au-delà de l'aspect économique, de la migration économique, on n'a pas parlé de la migration ou la migration forcée. Il faudrait que l'Afrique règle ces crises du continent, crises qui sont dues à un enjeu de matière à et que je n'échappe pas aux actions géopolitiques et géoéconomiques mondiales. Et à l'Afrique de prendre ses responsabilités. Et nous demandons moi je demanderai à mes concitoyens européens d'aller de l'aide au développement. Nous n'avons pas besoin, c'est à l'Afrique de travailler. L'aide au développement, pas les chiffres, etc. Et non aujourd'hui, c'est jeunesse aujourd'hui, en quête de perspective. Merci beaucoup, Boubacar Seye. Je rappelle, vous êtes avec notre téléphone depuis Dakar. Vous êtes président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci encore. Vous allez nous faire une promesse et nous inviter avant, vous êtes à la commission structure avant qu'on vous libère. Est-ce que vous allez introduire cette question, aux questions d'actualité, notamment à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Bien entendu, nous avions déjà au niveau du groupe parlementaire Vox Populi, parce que nous avons la latitude de présenter ce qu'on appelle les questions orales. Vous êtes un député indépendant, donc vous pouvez, en plus, cette indépendance vous autorise. Oui, bien entendu, ces questions. On reçoit d'autres personnes, à part nous-mêmes, donc à part de nos populations, bien sûr. Nous avons introduit une série de sujets brûlants de l'heure. On attend juste que ça soit programmé, mais effectivement, comme vous le disiez, de mon retour, je dois le mettre sur la table de mon groupe parlementaire, effectivement, parce que oui, il faut que quelque chose soit fait. La Côte d'Ivoire est touchée par ce fléau. Et je continue de dire encore, il faut faire en sorte que les réseaux soient démantelés. Alors, si vous le faites en Côte d'Ivoire, toute la CEDEAO vous entendra, ce sera déjà ça. Merci beaucoup, Innocent Douté. Merci, député. C'est moi qui vous remercie. Ivoirien, membre du groupe parlementaire Vox Populi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Merci encore à Baouri, acteur politique guinéen. Merci à Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast sur notre site africa1.com. Après le Grand Débat, le rendez-vous avec la rediffusion du journal de l'auditeur avec Stéphanie Hartmann. Bonne soirée à toutes et à tous. Demain, on se retrouve vendredi 7 dernier à 18h. N'oubliez pas, pour les grands soins de la beauté des choses, essayez encore.